Bon, ça y est, j'ai lancé l'enregistrement, hein. Ok, fais donc, fais donc. Donc j'espère que tu m'entends toujours très bien, que le tableau tu le vois bien aussi, qu'il n'y a pas trop de problème. Juste petite question comme ça, c'est normal cette bande de lumière là qui bouge? Quoi? Ouais, là, la bande de lumière là, je te parle. Ah, une bande de lumière qui bouge sur le tableau. Ouais, j'ai déjà remarqué ça sur d'autres enregistrements. Euh, Bah, je sais pas trop quoi faire, hein. J'ai déjà essayé de régler un peu la caméra par rapport à ça. C'est le mieux que je puisse faire. J'ai l'impression qu'il y a un problème entre la fréquence d'émission de lumière ici et la fréquence de captation de la caméra. Bon, en tout cas, j'ai vu que ça se stabilise une fois que j'écris des choses sur le tableau. Peut-être c'est juste une question de reflet de lumière, mais j'arrive pas trop à régler ça. Bon, ok, ça marche. Bref, Ok. ça va aller, je pense, en écrivant un petit peu. Sinon, moi, je t'entends très bien, donc je pense qu'on peut y aller quand tu voudras. Alors, Bah, je suis prêt. parfait. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue pour ce nouvel épisode d'Un truc en plus, épisode D de notre saison 1 qui a pour but de vous introduire à la théorie de Galois. Et aujourd'hui, eh bien, je vous propose de parler des groupes résolubles et d'aller même un peu plus loin en parlant de la résolubilité par radicaux des équations polynomiales. Et en fait, on va terminer cet épisode par démontrer le théorème d'Abel-Galois, puisqu'on a déjà amené suffisamment de substance pour pouvoir y arriver. Je serai accompagné pour ce de mon fameux double Benjamin 2. Vas-y, fais coucou. Coucou. Et ça tombe bien que je commence à parler de toi parce que je vais te laisser le soin de faire un rappel des épisodes précédents. Ok, Allez, vas-y. cool. Alors, pour la faire très brève, au premier épisode, nous avons introduit la problématique centrale de la théorie de Galois, c'est-à-dire chercher à résoudre des équations polynomiales par radicaux, sous-entendant ici qu'on cherche à exprimer les racines d'un tel polynôme, un polynôme à coefficient entier ou à coefficient rationnel, à partir des coefficients de ce polynôme, des opérations élémentaires, donc l'addition, soustraction, division, multiplication, et également on se permet de pouvoir utiliser des racines énièmes pour tout n entier naturel. Dans le deuxième épisode, on vous avait introduit la notion d'extension de corps, une notion vraiment centrale à la théorie de Galois, tout simplement parce que ces extensions de corps apparaissent naturellement lorsqu'on commence à considérer des racines d'un polynôme. En effet, quand on considère de telles racines, on est en train de prendre en fait des éléments qui sont dits algébriques par rapport au plus petit corps. Et donc tout l'objectif aussi par rapport à ça, c'est de bien comprendre comment cette extension est générée, et donc notamment comprendre le comportement du corps le plus petit qui soit, qui contiennent à la fois le plus petit corps dans lequel on travaille, donc là en l'occurrence les rationnels, avec les racines d'un polynôme donné. Et cela nous a amené tranquillement à l'épisode 3 dans lequel on a dû vous introduire la notion de groupe de Galois, qui est donc centrale à la théorie de Galois. Et ces groupes de Galois sont en fait des automorphismes du gros corps qui rend invariant point par point un certain sous-corps. Et notamment un exemple très important lié à un polynôme de degré 5 qui nous a amené à un groupe de Galois qui se trouve être le groupe des permutations à 5 éléments. Et il se trouve que ce point-là va être le point critique qui va nous amener à pouvoir démontrer le théorème d'Abel-Galois aujourd'hui. Voilà, je pense avoir réussi à la faire très brève. Je te redonne la parole, donc Benjamin. Très bien, merci beaucoup. Alors, je reprends le relais et donc on va continuer en parlant de groupes résolubles. Alors, qu'est-ce qu'un groupe résoluble? Définition. G est dit résoluble si et seulement si il existe une suite de groupes, donc on va commencer par G égale G0, qui vont être en fait une suite de groupes inclus les uns dans les autres, mais pas seulement inclus, on veut aussi que ce soit des sous-groupes normaux, d'accord, des sous-groupes distingués aussi, on dit. G1, G2, et on veut que cette suite, elle se termine jusqu'à un certain élément, enfin en fait le groupe trivial, donné par l'élément neutre, avec la propriété que GI, donc comme ce sont des sous-groupes normaux, on peut définir le quotient des groupes par rapport aux autres, c'est ça qui est assez intéressant, et donc on peut notamment regarder le quotient de GI par rapport à GI plus 1. Et ce que je vais demander, c'est que ce sous-groupe, enfin ce groupe quotient plutôt, c'est pas un sous-groupe, ce groupe quotient soit abélien. Abélien. Pour tout i. Donc voilà ce que ça veut dire avoir un groupe résoluble. Alors des exemples. Bon commençons par un exemple trivial. Si G est abélien, il est résoluble. En effet, G abélien ici, ça veut dire que mon groupe, je peux trouver un sous-groupe distingué direct qui est
celui donné par l'élément neutre du groupe. Et en fait, le quotient, c'est tout simplement G. Et ce quotient est clairement abélien. Donc oui, en effet, les groupes abéliens sont résolubles. Un autre exemple un peu moins trivial, c'est le groupe symétrique S3. Donc S3, lui aussi, est résoluble. Alors comment va marcher la résolubilité cette fois? Eh bien S3, on va passer à travers le groupe alterné, A3. Et en fait, il se trouve que A3, lui, il est abélien. En effet, A3, c'est tous les 3 cycles de S3. Et donc, les 3 cycles ici forment un sous-groupe qui est abélien, qui est isomorphe à Z sur 3Z. Et donc, ça, on peut tout de suite l'envoyer vers l'élément neutre ici, qui est l'identité. Voilà. On notera que le premier quotient est bien abélien, parce que S3 quotienté par A3, eh bien ça correspond en fait à regarder quelles sont les valeurs prises par la signature, puisque la signature vaut 1 quand on est dans le groupe alterné et moins 1 quand on ne l'est pas dedans. Donc justement, ce quotient, il va être isomorphe à Z sur 2Z. Vous pouvez vraiment penser à la signature pour comprendre quel est le résultat de ce sous-groupe. C'est en fait toutes les valeurs images que l'on peut atteindre par la signature. Un autre exemple rigolo, juste pour le partager, c'est le groupe diédral, que je vais noter D2N. Alors le groupe diédral, en fait, c'est le groupe qui stabilise un polygone à 2n côtés. Donc en fait, on considère toutes les symétries possibles de ce polygone. Donc symétrie en imaginant que ce polygone est inclus dans un cercle de rayon 1, disons. Et on est dans le plan, comme ceci. Et donc on regarde toutes les symétries que l'on peut avoir sur ce polygone. Et donc il y a des symétries et des rotations aussi, donc toutes les transformations linéaires en fait, qui permettent de stabiliser ce polygone, et notamment les sommets de ce polygone. Et il se trouve que le groupe diédral va être isomorphe, sans rentrer dans plus de détails, à Z sur NZ, produit semi-direct avec Z sur 2Z. Voilà, produit semi-direct, c'est quelque chose qu'on a déjà vu sur la chaîne. Je ne me rappelle plus du numéro, peut-être que tu peux donner la référence, Benjamin 2. Et oui, la référence, c'est Exode numéro 70. Donc ouais, en effet, tout à fait. L'Exode numéro 70, où on parle justement un petit peu de ce qu'est le produit semi-direct. D'ailleurs, au passage, lui aussi, c'est un produit semi-direct. S3, c'est en effet, et même SN de manière générale, c'est un produit semi-direct entre AN et Z sur 2Z, notamment avec le morphisme donné par la signature. Et donc, en fait, un moyen justement de construire une suite résoluble ici, c'est d'avoir dn qui passe dans Z sur NZ, qui passe ensuite dans 0. Donc là, ici, Z sur NZ, ça va représenter les rotations, et Z sur 2Z, ça représente en fait les symétries axiales qui ne sont pas données par des rotations. Et donc voilà, on se retrouve avec ce quotient. Le quotient ici, c'est Z sur 2Z, et bien sûr, le quotient après, c'est Z sur NZ. Donc il m'arrivera de préciser le quotient juste en dessous de la flèche proposant la distinction pour les prochaines suites que j'écrirai. Alors ok, là je vous ai donné quelques exemples en vous explicitant quel genre de suite on pourrait obtenir, mais une question qui peut se poser, c'est comment on les caractérise. Et il se trouve qu'il y a un moyen assez classique de caractériser les groupes résolubles, et ça passe à travers ce qu'on appelle le groupe dérivé. Alors en effet, la notion de groupe dérivé, on l'a rencontrée à travers l'Exode numéro 117. Et on a démontré donc quelques propriétés élémentaires que nous allons rappeler ici. Alors tout à fait, Benjamin 2, tout à fait. On a déjà rencontré, c'est pas du tout 114, on a dit 117. Hop. En effet, c'est tout à fait un exercice que nous avons déjà vu sur la chaîne, donc le petit Exode numéro 117, mais je vais quand même faire un rappel rapide pour voir le détail des résultats que je vais énoncer. Vous pourrez jeter un coup d'œil à ce petit Exode. Donc le groupe dérivé, déjà pour sa définition, c'est la chose suivante, on va noter D de G, et ça va être le sous-groupe engendré par les commutateurs x, y, qui s'expriment comme ceci, donc x fois y, x-1, y-1, avec x et y dans le groupe. Donc voilà, je considère le sous-groupe engendré par ces choses-là. Et il se trouve que nous avions démontré que, d'une part,
D de G est un sous-groupe distingué de G, et que d'autre part, c'est le plus petit sous-groupe distingué, donc sous-groupe je vais l'appeler H, juste pour expliquer ce qui se passe, distingué dans G, tel que le quotient G sur H est abélien. Autrement dit, pour n'importe quel sous-groupe distingué, H, je peux assurer que DG est inclus dans H. Donc c'est un sous-groupe de H. Voilà, donc c'est assez rigolo comme propriété et on va voir tout de suite donc une caractérisation via ces groupes dérivés. Donc encore une fois, je vous invite à aller jeter un coup d'œil au petit exocode numéro 117 pour revoir le détail de ces preuves. Et donc je vais vous donner un théorème. Attends, t'as pas oublié de parler de séries dérivées avant? Parce que je pense que c'est ça que tu veux énoncer comme théorème, non? Ah oui, tu as raison, faut que je parle de la série dérivée vite fait. Ok, donc ce qu'on va appeler série dérivée, c'est la série suivante. Je pars de G et je calcule ensuite le groupe dérivé de G. Puis je calcule le groupe dérivé du groupe dérivé de G, que je vais noter D2 de G. Donc ça c'est D de G. Et je continue ainsi, D3 de G, etc. Ça peut éventuellement être une série infinie. D'accord? C'est pas impossible. Alors maintenant que j'ai parlé de ça et que j'ai parlé de la notation DI, eh bien nous avons en effet le théorème que je voulais énoncer il y a quelques instants, qui dit la chose suivante: G est résoluble si et seulement si il existe un I antinaturel, bon disons non nul, tel que DI de G, c'est le sous-groupe qui est le groupe neutre, donc réduit à l'élément neutre. Alors comment on peut prouver ce théorème-là? Ce n'est pas très difficile. En effet, donc juste je vais mettre une esquisse de preuve. Bon, j'écris ça comme preuve, mais c'est une esquisse de preuve. En fait, l'idée générale, c'est surtout que vous avez... donc évidemment, il y a un sens qui est évident, puisque ça nous donne bien une suite de sous-groupes distingués tels que les quotients sont abéliens grâce à ce que nous avons ici. Donc ce sens-là est évident. Là, je vous parle surtout de l'autre sens. Si je pars dans l'autre sens, eh bien, en fait, on va se retrouver avec deux séries. La première donnée par la définition. Donc, on a G1. D'ailleurs, il faut que je mette les... Je les ai mis dans le bon sens ici. Il faut mettre les flèches dans le bon sens. Donc, on a ça, G2, tac, 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 jusqu'à Gn, l'élément neutre. Et de l'autre côté, on a un passage par le groupe dérivé, puis ensuite... 2 fois dérivé, etc. Jusqu'à n fois dérivé. Et normalement, je pourrais éventuellement continuer. Sauf que, étant donné que G1 est un sous-groupe distingué, tel que le quotient est abélien, d'après la propriété qui est ici, on peut assurer qu'en fait, on a une inclusion. Donc en fait, on va avoir l'inclusion, que je ne fasse pas de bêtises, l'inclusion... C'est le plus petit sous-groupe H qui vérifie ça. Donc ça veut dire qu'on a l'inclusion comme ça. Voilà. Donc DG est inclus dans G1. Puis D de G va être inclus dans G2 exactement de la même manière, puisque D de G, eh bien, c'est le plus petit sous-groupe distingué de DG, tel que le quotient est abélien. Ben là, c'est un peu pareil. Il va se passer un peu la même chose. Et puis après, je continue jusqu'à Dn. On va avoir l'inclusion ici. Et donc, il se trouve qu'en effet, à cause de cette dernière inclusion, ça impliquera que Dn de G, c'est l'élément neutre. Bon, j'ai caché peut-être 2-3 détails, mais vraiment pas grand-chose. Le point important de cette preuve, c'est vraiment ça. C'est vraiment de jouer avec à la fois la série qui nous donne le fait que G est résoluble, et d'un côté et de l'autre côté, la série dérivée, tout simplement. Alors, il y a un dernier résultat un peu rigolo qu'il me faut énoncer, et qui va avoir une grosse conséquence sur des choses que nous avons déjà faites aussi sur la chaîne et en épisode précédent. C'est la chose suivante. Si je considère donc toujours G mon groupe, donc ça peut être un corollaire, je pense que c'est plus un corollaire. Donc si je considère toujours G mon groupe,
H un sous-groupe distingué de G, et je note G', eh bien, le groupe quotient qui est G sur H, eh bien, il se trouve qu'on a l'équivalence suivante. G est résoluble si et seulement si H et G' le sont. Étonnant comme résultat, n'est-ce pas? L'idée de la preuve n'est pas trop difficile. En fait, on commence par écrire une série qui correspond à la résolubilité de G. Et puis on écrit ensuite la série de résolubilité. Donc en fait, pour être un peu plus précis, donc dans un sens c'est à peu près évident. Et en fait, dans le sens direct, on peut même montrer un truc un tout petit peu plus léger que juste avoir des sous-groupes distingués. Si j'avais juste H sous-groupe de G, alors il serait résoluble si G est résoluble. Donc G résoluble implique H résoluble. En fait, on a un truc un tout petit peu plus léger, mais par contre, on n'a pas d'équivalence. Donc, montrer que H est résoluble, à partir du moment où on a G qui est résoluble, montrer que H est résoluble, c'est pas très difficile. Et ensuite, montrer que G' est résoluble, bon, bah là, ça demande à juste écrire la série correspondante ici et voir que ça peut correspondre à une série où on quotiente. Donc, on prend la série qui est ici et on la quotiente par H. Grosso modo, c'est comme ça que ça va marcher pour le sens direct. Pour le sens indirect, c'est un peu moins évident. En fait, il faut jouer à la fois avec la série de résolubilité pour H et la série de résolubilité pour G'. Mais bon, bien sûr, il y a 2-3 petites choses que je vais passer, tout simplement par manque de temps. Mais en effet, il y a cette propriété qui tombe à partir du moment où on a cette propriété sur les groupes dérivés. Bien, et donc, là, ça va être la chose la plus importante pour aujourd'hui. On a, j'appelle ça un lemme, je ne devrais peut-être pas l'appeler lemme, je devrais juste l'appeler proposition. On a la proposition suivante. Et la proposition dit ceci. Si G est un groupe simple, eh bien, on a alors que, si en plus de ça, je dis que G n'est pas abélien, donc simple non abélien, alors G n'est pas résoluble. Voilà. Alors pourquoi? Bah, tout simplement parce que D de G, donc là la preuve elle n'est pas dure, D de G c'est censé être un sous-groupe distingué de G. Et à cause du fait que G est simple, par définition, ça veut dire que D de G, soit c'est l'élément neutre, soit c'est tout le groupe. Sauf que, bah, on veut que le quotient soit abélien. Et donc si D de G, c'est l'élément neutre, eh bien le quotient G sur DG, c'est en fait isomorphe à G. Et ça serait non abélien. Donc on a une contradiction. Et donc ça veut dire qu'en effet, D de G, c'est égal à G. Et donc ça veut dire qu'à aucun moment, un seul des DI va être égal à l'élément neutre. Donc c'est terminé, en effet, G n'est pas résoluble. Et donc, application. Alors je ne sais plus quel était l'exercice qui nous avait permis de le démontrer. Pour le fait de démontrer que le groupe alterné est simple à partir de n supérieur ou égal à 5, eh bien, la référence, c'est l'exode call numéro 133. Oui, voilà, c'était l'exode call numéro 133. Nous avions démontré que pour tout n supérieur ou égal à 5, le groupe alterné AN est simple et bien sûr non abélien. Donc ça veut dire que, donc là ici je précise non abélien peut-être, même si ça devrait être clair. Et donc ça veut dire que c'est pas résoluble. Et donc ça implique, grâce à ce corollaire, ça implique que Sn n'est pas résoluble non plus. Pour n plus grand que 5. Alors c'est là où c'est important d'avoir n plus grand que 5 parce que pour n égale 3, on a déjà vu un exemple que j'avais écrit ici qui marchait. Et pour n égale 4, ben, il y a encore un autre exemple qui fonctionne. Je vais le mentionner rapidement sans rentrer dans trop de détails. Mais en effet, juste pour S4, eh bien, on pouvait passer à travers A4. Et de A4, on passe par ce qu'on appelle le groupe de Klein,
qui est isomorphe à z sur 2z carré. Et en fait, c'est juste l'ensemble des doubles de transposition. Donc il se trouve que c'est un groupe, et qui plus est, c'est un groupe distingué, un sous-groupe distingué de A4, un sous-groupe distingué de S4. Et ce groupe-là est abélien. Donc là, ça marche. Et de manière étonnante, le quotient qui est ici est aussi abélien. Donc là, normalement, on a z sur 2z, si je ne dis pas de bêtises. Là, on va avoir z sur 2z carré, donc. Et maintenant, il suffit de compter le nombre d'éléments. Donc là, j'en avais 24, j'en ai 12. Là, j'en ai 4, donc ça doit être un z sur 3z qui devra apparaître ici comme quotient. Ok, donc ça va être vraiment le point clé par rapport à ce qu'on a déjà fait précédemment, le point clé qui va nous permettre de démontrer le théorème d'Abel-Galois. Avant ça, on va revenir sur la définition de ce que ça veut dire être résoluble par radicaux. Donc si je prends maintenant P, un polynôme dans Q crochet X, définition, on dira que P de X égale 0 est résoluble par radicaux si et seulement si l'extension de corps, donc l'extension de corps donnée par la décomposition de notre polynôme, là, le corps de décomposition plutôt de notre polynôme, donc je le note comme ceci, et je rappelle que le corps de décomposition, c'est le corps le plus petit qui soit, tel qu'on a à la fois Q et les racines de P qui interviennent. Donc ce corps de décomposition est une extension radicale de Q. Et qu'est-ce que ça veut dire concrètement? Ça veut dire qu'on a une suite, et vous allez voir tout de suite le rapport par rapport... Ça fait beaucoup de rapports. Vous allez voir tout de suite le rapport avec la définition que j'avais pu donner rapidement avec les mains de ce que ça voulait dire, être résoluble par radicaux. Donc, avoir une extension radicale, ça veut dire qu'en fait, pour obtenir notre corps, on a dû passer à travers un truc un peu sophistiqué, donc je vais appeler Ln ce dernier corps, et en fait on est passé à travers une suite de corps, d'extensions de corps, donc n-2, tac tac tac, jusqu'à L1 et L0, qui n'est rien d'autre que Q. Voilà, on est passé à travers une suite d'extensions qui sont des extensions dites radicales élémentaires. Alors qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire tout bêtement que L1 a été engendré à partir juste d'un élément qui est dans les complexes et juste le corps des rationnels. Donc en fait on a pris une des racines, c'est comme si on avait pris une des racines, puis on avait la possibilité de construire le corps L1 à partir de cette chose-là. Très bien. Et puis, je refais la même chose avec L2 par rapport à L1. D'accord? Donc, entre deux, vous avez Li et Li plus 1. Bon, en fait, Li plus 1, ça va être Li avec une nouvelle racine qui sera alpha i plus 1. Donc là, vous arrivez à Ln-2, Ln-1, pareil, c'est Ln-2 avec un certain alpha n-1. Et là, ici, c'est Ln-1 avec une certaine racine alpha n. Petite remarque en passant, les alpha i sont des nombres algébriques sur Q. Juste pour le dire. Et donc le rapport, il est où? Il est en fait caché derrière le fait que quand je veux, donc je vous rappelle la définition que j'avais donnée rapidement à main levée, dire que c'était résoluble par radicaux, c'était de dire que les racines pouvaient s'exprimer à l'aide des coefficients du polynôme, éventuellement d'autres nombres faisant intervenir des rationnels, et des racines énièmes de l'unité. C'était ça l'idée. Ça représente un petit peu l'idée que la racine que j'ai ici peut s'écrire sous la forme de racine énième de l'unité. Je dis bien un petit peu, parce que ce n'est pas totalement ça. Il faudrait s'assurer que la racine ici, c'est une racine de x puissance n moins une constante. Je vous l'accorde. Mais en fait, c'est un peu l'idée qui se cache derrière. Là, c'est un tout petit peu plus. Et vous allez voir qu'en fait, déjà, rien que là, on va réussir à trouver une contradiction.
mais c'est en fait demander un tout petit peu plus que d'être capable d'écrire nos racines de notre polynôme P à l'aide de ces opérations que j'ai citées. C'est même un tout petit peu plus large que ça. Mais ça contient en effet le fait de pouvoir écrire les racines que nous avons avec des racines énièmes, etc. Parce que là maintenant on peut faire des expressions d'alpha 1, puis ensuite passer avec alpha i plus 1, pareil, faire des expressions avec alpha i, etc. etc. Bien, et là nous avons un gros résultat. Le gros résultat, ça va être le suivant. Alors, je ne vais pas avoir malheureusement encore une fois le temps de vous proposer une preuve de ce résultat, mais ça va nous permettre de faire le lien entre ces deux notions. Donc P de x égale 0 résoluble par radicaux. Si et seulement si, eh bien, le corps de décomposition, donc le groupe de Galois, pour être un peu plus précis, le groupe de Galois qu'on avait noté comme ceci, du corps de décomposition sur Q est résoluble. Et ça vient de quoi? Je ne vais peut-être pas rentrer dans tous les détails parce que malheureusement, pas le temps. Et puis, si je dois rentrer vraiment dans tous les détails, ça commencerait à faire une vidéo vraiment très longue. Il faudrait vraiment passer encore plus de temps là-dessus. Mon but, c'est pas du tout ça, c'est vraiment faire de l'introduction et de vous piquer au vif dans tout ça. Alors, l'idée derrière cette preuve, c'est d'utiliser ce qu'on appelle la correspondance de Galois. Hop. Et qu'est-ce que donc la correspondance de Galois? D'ailleurs, cette correspondance s'appelle le théorème fondamental de Galois. Et ça marche de la manière suivante. Je considère K un corps et M une extension normale. Alors vous me demanderiez, qu'est-ce qu'une extension normale? Une extension normale, c'est une extension qui va être donnée par un polynôme. Grosso modo, c'est ça l'idée. Donc extension normale, ça veut juste dire que si j'ai un élément qui est une racine d'un polynôme dans K crochet X, alors il faut que toutes les racines, donc je précise polynôme irréductible, d'accord? Alors toutes les racines de ce polynôme irréductible doivent être dans cette extension. Voilà, donc c'est ça que ça veut dire être une extension normale. Et nous avons la correspondance suivante à un corps L qui se trouverait être une extension entre les deux, intermédiaire. Tac. Alors il se trouve que ça veut dire que l'extension qui est ici est normale. Ouais, en espérant ne pas avoir dit de bêtises. Eh bien ça, c'est en bijection avec les sous-groupes du groupe de Galois, M sur K. C'est assez rigolo, hein. Donc en fait, considérer une extension intermédiaire ici, c'est la même chose que de regarder un sous-groupe du groupe de Galois qui est ici. Et on peut même dire un peu mieux. Alors je prends une autre couleur. Si l'extension ici est normale, alors ça correspond à prendre des sous-groupes qui sont distingués. Et là, vous commencez à avoir le lien. En fait, le lien total, c'est que ici, demander à être résolu par radicaux, comme j'ai dit, c'est avoir des extensions radicales. Et en fait, ces extensions radicales, notamment ces extensions ici radicales élémentaires, bien, il se trouve que ça peut s'étendre. Donc, ce n'est pas directement des extensions normales, mais ça peut s'étendre à des extensions normales si on considère des racines énièmes de l'unité, en plus de nos calculs qui sont ici. Alors, ce n'est pas évident de voir quelles sont les racines énièmes de l'unité, mais il suffit de regarder le degré des polynômes qui sont en jeu à chaque étape. Et on fait le produit, ou plutôt le PPCM, de ces différents degrés pour obtenir la tête de la racine énième qu'on doit avoir. Enfin, n, c'est pas n, mais plutôt racine m qu'on doit avoir. Donc en fait, on se ramène à une suite d'extensions normales à partir de cette suite d'extensions. Et il se trouve que justement, avoir ces extensions normales, c'est équivalent à demander à avoir notre groupe de Galois qui est résolu, puisqu'on va avoir du coup une suite de groupes distingués, une suite de sous-groupes distingués dans notre groupe de Galois qui va descendre jusqu'à obtenir l'élément neutre. En plus, je me suis permis quand même de vous donner une assez bonne esquisse de la preuve de ce théorème, en tout cas dans un sens. Je vais surtout avoir besoin du sens direct qui est ici,
Le sens indirect est moins évident, mais ça joue quand même avec cette correspondance-là. Pour le sens qui est direct, en fait, on joue en effet par un passage sur une suite d'extensions qui va être une extension normale, une suite d'extensions normale. Et à cause de cette suite d'extensions normale, ça va être équivalent à dire que ici nous avons une suite de sous-groupes distingués qui va se dessiner, donc une série si vous voulez, et qui va descendre jusqu'à l'élément neutre. Bon, et on va tout simplement appliquer ce théorème. Et vous allez voir que ça va nous permettre de conclure. Alors, est-ce que tu peux me rappeler le polynôme avec lequel tu avais travaillé l'autre jour? Alors, le polynôme de degré 5 que nous avions étudié, c'était x puissance 5 moins 3x moins 1, si je ne m'abuse. Ok, merci. Donc en effet, le polynôme que nous avions, c'était r de x. Je l'appelais r de x parce que j'ai pas envie de changer, enfin, j'ai pas envie de me ramener à p, je veux juste changer un petit peu de nom. Donc je considère le polynôme r comme étant ce polynôme que nous avons vu à l'épisode précédent. Donc x5 moins, tu as dit 3x moins 1. C'est ça? Donc c'était ce polynôme-là, et on avait vu que le groupe de Galois. Voilà. Le groupe de Galois du corps de décomposition sur les rationnels, c'était isomorphe à S5. Or, bah là, ce qu'on vient de démontrer, donc, c'est que ce groupe-là, il n'est pas résoluble, grâce à ce qu'on a dit précédemment. Donc lui n'est pas résoluble. Et donc, bah ça signifie que l'équation polynomiale x puissance 5 moins 3x moins 1 n'est pas résoluble par radicaux. Et donc nous venons de démontrer par ce passage-là que le théorème d'Abel-Galois est vrai. C'est-à-dire qu'il existe bien un polynôme de degré 5, et en fait il en existe d'innombrables, mais il existe bien un polynôme de degré 5 qui n'est pas résoluble par radicaux. Donc on n'aura aucune chance de trouver une méthodologie à partir des coefficients du polynôme que nous avons ici et des expressions faisant intervenir peut-être des racines carrées, racines cubes, racines quatrième, racines cinquième et autres types de racines qui nous permettent d'exprimer les racines de ce polynôme en fonction de ces opérations. Voilà, donc c'est ça le théorème d'Abel-Galois, et j'espère qu'avec les épisodes précédents et tout ce que j'ai pu expliquer jusqu'à maintenant, vous comprenez comment on en arrive ici. Bien sûr, j'ai dû éluder pas mal de petites parties parce que sinon je devrais rentrer davantage dans la théorie. Mon but, c'est pas du tout ça, c'est être introductif à cette théorie. Donc j'espère qu'avec tout ce que j'ai pu vous raconter jusqu'à maintenant, eh bien, vous avez saisi l'idée de pourquoi en effet, ce théorème d'Abel-Galois est vrai, et donc pourquoi il existerait bien des polynômes de degré 5 et plus pour lesquels on n'a pas la résolubilité par radicaux. Mais il reste un épisode, non? Alors oui, tout à fait, tu fais bien de le rappeler, il reste encore un épisode. Et qu'est-ce qu'on va faire pour cet épisode? Se tourner les pouces? Hein? Oh, ça va, si j'ai pas le droit d'être fier de ma blague à un moment quand même. Calice. Alors ouais, tu as raison de le souligner. En effet, il reste encore un épisode. Et qu'est-ce qu'on va faire dans ce dernier épisode? Eh bien, on va parler d'autres façons de chercher à résoudre une équation polynomiale de degré n, de degré quelconque. Et vous allez voir que ce qui va se passer, ça va être assez surprenant, puisque là, on s'est restreint à une méthodologie de résolution faisant intervenir des racines énièmes de l'unité. Bon, bien sûr, vous connaissez peut-être d'autres tentatives de résolution. Ce sont des résolutions approximatives. Vous en connaissez d'autres, notamment avec des méthodes analytiques. Là, l'objectif, c'est quand même d'essayer d'avoir une résolution exacte, avec vraiment des expressions faisant intervenir donc la solution de manière exacte. Il se trouve que si on change un tout petit peu notre point de vue, et qu'on essaye de résoudre les équations polynomiales avec d'autres objets, d'autres types d'expressions, par exemple si on veut faire intervenir des cosinus et sinus hyperboliques, ou si on veut utiliser plutôt des séries entières, faisant intervenir les coefficients de notre polynôme, eh bien, vous serez surpris de voir qu'il va être possible de donner une expression des racines de ce polynôme à l'aide donc de ces objets-là. Voilà, l'idée ça sera de vous donner une petite ouverture par rapport à la théorie de Galois pour vous dire ok, on n'a pas réussi à résoudre nos équations polynomiales à l'aide des expressions de racines carrées, etc., racines énièmes, mais il se trouve que si on change un peu notre point de vue et notre façon de résoudre les équations polynomiales, et bien là, on en serait
tout à fait capable. Et là, on va être lié à des résultats qui sont très récents. Donc on est vraiment dans l'actualité mathématique, ça tombe vraiment bien, puisqu'en effet, on va parler de certains résultats qui ont été émis en 2021-2022, donc vraiment très récents, qui permettent de exprimer les racines d'un polynôme à l'aide de séries entières notamment. J'aurais pu, juste pour le mentionner quand même, parce que je pense que c'est important, quand on voit ça, quand on voit la conclusion de cette théorie de Galois, on a l'impression que la théorie de Galois elle est autocontenue, ce qui est partiellement vrai, mais pas totalement vrai. En effet, la théorie de Galois, elle touche à d'autres types d'objets, notamment des surfaces, des études de surface, des études d'homotopie de surface, des études de fonctions méromorphes, etc. Et donc, en effet, étudier des surfaces galoisiennes ou des choses comme ça, eh bien, ça existe, ce genre de choses. Donc, la théorie de Galois, bien que de ce point de vue-là, ce soit plus ou moins clos, et qu'on ne puisse pas forcément apporter beaucoup plus de choses que ça, il se trouve qu'il y a quand même quelques ouvertures ou quelques applications de cette théorie de Galois qui peuvent se faire dans d'autres cadres, et là je pensais notamment à la géométrie. Probablement d'autres cadres que je n'ai pas en tête, mais sachez que ça existe aussi. Bon voilà, je pense qu'on est bon. Ben ouais, je pense qu'on est très bien là, ouais. Ok, alors je vais faire le blabla habituel. Donc comme d'habitude, n'hésitez pas à partager la vidéo si vous connaissez des camarades qui pourraient être intéressés par cette vidéo ou par le contenu de la chaîne de manière plus générale. N'hésitez pas à laisser en commentaire vos questions, vos remarques, vos retours concernant cet épisode de Un truc en plus. On va enfin boucler cette saison 1 d'Un truc en plus après presque 1 an et demi quand même. C'était assez long, mais voilà, au moins on y arrive jusqu'au bout. Bah, on tient bon. Que dire de plus? Un pouce. Évidemment, ça fera toujours plaisir. Ici, ça sera pour me soutenir. Ici, ça sera pour vous abonner. N'oubliez pas d'activer la clochette. De nouvelles vidéos vont se proposer à vous pour continuer à faire le tour de la chaîne. Et sur ce, je vous retrouve très vite pour de prochaines aventures mathématiques. Portez-vous bien et à très bientôt. Tchuss!